Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews et on commence comme d'habitude par un tour complet de l'information avant d'ouvrir nos débats. Les agriculteurs multiplient les actions avant la mobilisation nationale prévue lundi. Michel Barnier a promis de respecter tous les engagements pris en faveur de la profession. Aujourd'hui à Castres, les agriculteurs manifestaient pour dénoncer l'accord de libre-échange actuellement sur la table entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Le parquet national financier requiert un procès pour corruption et trafic d'influence contre Rachida Dati et Carlos Ghosn. La ministre de la Culture est soupçonnée d'avoir perçu 900 000 € de la part d'une filiale de l'alliance Renault-Nissan sans contrepartie d'un travail réel. Dans ce dossier, Carlos Ghosn est lui visé par un mandat d'arrêt international. Olaf Scholz et Vladimir Poutine se sont entretenus pour la première fois en 2 ans au téléphone aujourd'hui. Le chancelier allemand a exhorté le président russe à retirer ses troupes d'Ukraine et à entamer des négociations avec Kiev. Olaf Scholz a souligné l'engagement indéfectible de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine. Et puis 406e jour de détention pour les otages retenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. 2 de ces otages sont français. Il faut le rappeler, ils se nomment Ofer et Ohad. Nous pensons évidemment tous à ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Merci de nous accueillir et sur Europe 1 et sur CNews avec moi pour décrypter cette information très riche. Véronique Jacquier, journaliste, soyez la bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Bonsoir à tous. Louis de Ragnel, journaliste politique. Bonsoir Thierry. Toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés. Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Ravi de vous retrouver, mon cher. Muriel Joaquin Melki, avocate et présidente de l'Organisation juive européenne. Soyez la bienvenue. Merci, bonsoir Thierry. Et Nathan Dever, écrivain. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi soir. On va commencer par cette alerte du Secours catholique. Je vous en parlais. On va commencer par un sujet très concernant. Plus d'un quart des personnes accueillies par le Secours catholique l'an dernier étaient sans ressources. Un niveau record selon l'association. Je vous propose d'écouter, avant d'ouvrir notre débat, le président du Secours catholique, Didier Durier. L'enseignement général, c'est qu'on est un peu dans la continuité de celui de l'an dernier, donc une situation qui, pour les publics qu'on accueille, à peu près un gros million de personnes, se dégrade. Un revenu médian qui baisse encore, c'était déjà le cas l'an dernier, on baisse de 19 € sur un total de 555, donc ça fait une aggravation de la pauvreté des personnes qu'on accueille. On est sur une tendance qui ne s'améliore pas, malgré les efforts, car beaucoup de gens, en toute bonne foi, font des tas d'efforts. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les gens n'ont pas de ressources, ça veut dire qu'il faut qu'ils trouvent d'autres moyens pour vivre. Ça veut dire qu'ils sont dans des situations extrêmement compliquées, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de mal à s'intégrer dans la société. Donc on a un travail de fond à faire, la puissance publique, la puissance législative, pour faire en sorte que ces gens soient mieux intégrés. Jean-Sébastien Ferjou, le constat est accablant. La situation de la France est catastrophique en 2024. Là. Oui, après, il faut toujours regarder, incontestablement, il y a des Français qui vont très mal. Il faut toujours regarder dans le détail des chiffres. Ce n'est pas forcément la pauvreté qui explose dans l'absolu, mais souvent l'intensité de la pauvreté chez ceux qui sont déjà dans des situations de pauvreté, ce qui n'est pas exactement la même idée. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà fragilisés sont dans des situations encore plus fragiles. Et effectivement, c'est très inquiétant parce qu'on nous a répété que la crise de l'inflation était derrière nous. Alors pour toute la partie qui relevait de la sortie du Covid, c'est le cas. Pour la partie qui relève des prix de l'énergie, malheureusement, ça n'est pas le cas. Les prix de l'énergie sont en train de repartir à la hausse parce qu'on s'est un peu bercé l'illusion que nous avions échappé à la dépendance au gaz russe, mais malheureusement, c'est faux. Et quand vous regardez les prix sur les marchés de l'énergie, ils sont en train de remonter. Et l'énergie à cette saison-là, c'est évidemment catastrophique pour les Français qui sont dans des situations de précarité parce que les factures d'énergie, ça pèse très très lourd dans un budget mensuel, et l'énergie, on sait que ça se traduit aussi assez directement sur les prix des produits basiques, l'alimentation notamment, parce que si vous fabriquez des pâtes, il faut de l'énergie pour fabriquer des pâtes ou du pain, bref. Et donc oui, malheureusement, nous ne sommes pas face à une situation très encourageante de ce point de vue-là. Véronique Jacquier. Et c'est largement, juste pour finir, un mal très auto-infligé en ce qui concerne l'énergie. Véronique Jacquier, quel constat? Tout d'abord, tous les indicateurs sont au rouge. Le travail ne paye pas suffisamment. Il y a trop de tout petits salaires. Certaines personnes qui bossent et qui n'arrivent pas à nourrir leur famille. Deuxième indicateur, les loyers qui ont explosé et qui ont été doublés en 15 ans.
Autre mal auto-infligé à cause d'une politique du logement. On ne parle jamais, d'ailleurs, on ne prend jamais en compte le paramètre augmentation du loyer. Mais ça a doublé en 15 ans, tout simplement. Il y a le facteur, comme l'a dit Jean-Sébastien, de évidemment la précarité énergétique, avec plus de 3 millions de personnes qui font attention à leur chauffage, qui préfèrent avoir froid l'hiver parce qu'ils disent on sait qu'on ne va pas pouvoir payer la facture de gaz ou d'électricité à la fin de l'hiver si ça continue. Donc ça en dit long quand même. Et puis il y a aussi la précarité qui gagne les campagnes, avec des gens qui ont de plus en plus de kilomètres à faire, soit pour aller à la pharmacie, soit pour emmener leurs enfants au collège. Et tout ça, la facture, on la paye aussi parce que l'essence, je vous signale qu'au moment des Gilets jaunes, c'était à 1,40 € le litre. Maintenant, on est à plus d'1,80 €. Alors vous imaginez, et depuis, tous les prix ont explosé. Voilà, donc évidemment, tous les indicateurs sont au rouge. Comme l'a dit le président du Secours catholique, en plus, on a donc une population qui se marginalise de plus en plus parce que à cela, vous pouvez rajouter dans certaines familles l'explosion de la cellule parentale, l'explosion donc encore plus généralement de la cellule familiale, avec parfois les grands-parents qui sont loin des enfants, donc des centaines de kilomètres à faire. Il n'y a plus d'abri, si vous voulez. Il n'y a plus d'abri où vous vous dites, mais où est-ce qu'on peut se cacher, où est-ce qu'on peut vivre un petit peu en autarcie pour s'en sortir. C'est de moins en moins vrai. Il y a de moins en moins de cellules refuge et le politique n'offre aucune solution, aucune situation de repli. Moi, je suis toujours étonnée mais malheureusement étonnée, que Emmanuel Macron, depuis 2017, n'ait pas parlé une seule fois de la lutte contre la précarité ou de la lutte contre la pauvreté. Il n'en a jamais fait une priorité, ça n'a même jamais été un sujet. Alors Noël approche, vous le savez, nous sommes le 15 novembre, dans un contexte économique. Est-ce que vous allez faire davantage attention pour vos courses de Noël? On vous a posé les questions, on va vous écouter. Tout compris, je dirais, comme nous sommes deux, 500. Aux alentours de 500 €. Vers les 200 ou 300 €. C'est moins que d'habitude. Il y a une augmentation dans tous les domaines. Donc il faut être prudent aussi. C'est pas la peine de gréver le budget alors que la vie est devenue difficile. On va dire 200 € maximum. Ouais. Retraité, la vie est devenue très chère à Paris en tous les cas. J'ai 7 petits-enfants, donc si je passe sur une base de 100 € par petit-enfant, ça fait déjà 700. Plus si on fait un repas, mettre la main à la poche, ça fait un billet de 1000 €. Voilà, c'est important, on devrait faire écouter ces micro-trottoirs à ceux qui nous gouvernent, Louis de Ragnel. Ah bah, je pense que ce qui est vrai, c'est qu'ils sont très éloignés de cette réalité-là. Et, oui. Et moi, ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure, mais moi, je suis tout à fait favorable à l'économie de marché pour libérer l'entreprise des charges. Et ce que je reproche beaucoup, moi, aux politiques libérales, c'est que la plupart du temps, ils se concentrent sur ce qu'on appelle le ruissellement. Donc, c'est la théorie selon laquelle si les riches ont plus d'argent, si les entreprises peuvent investir, eh bien, ça rejaillira forcément sur toute l'économie du pays. Eh bien non, cette théorie, elle peut fonctionner en partie, mais ce que je déplore et ce que je regrette, c'est que très souvent, en fait, il y a toute une partie de la population qui est complètement à côté de ça, qui n'en bénéficie pas, qui ne voit pas 1 € sonnant et trébuchant arriver jusqu'à lui. Et c'est pour ça qu'il faut doubler à la fois le fait d'investir et donc de se tourner vers l'avenir, redévelopper l'industrie en France, essayer d'être attractif et incitatif. Et en même temps, là pour le coup, il faut vraiment faire en même temps, se mettre au service des plus pauvres, des plus faibles, et avoir une vraie politique vraiment de charité, de générosité, tout avec un juste milieu. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi avoir des leviers incitatifs pour pousser certaines personnes qui se disent que c'est inaccessible de trouver un travail, que tout ça est trop compliqué. Essayer de faire en sorte de les pousser le plus possible à revenir sur le marché de l'emploi, parce que c'est quand même le début du commencement pour essayer de retrouver une forme d'une capacité par soi-même à vivre dignement. Et vous faites attention lorsque vous utilisez la phrase du en même temps. Mais surtout, vous comprenez pourquoi. Non, mais bien sûr. Mais le problème, c'est que là, pour le coup... Parce que c'est de cela dont on parle. Bien sûr. La politique du en même temps. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de en même temps. Je vous taquine. Hein. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que sur ce sujet-là, il n'y a pas eu de en même temps de la part d'Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas eu de libéralisme non plus. De l'assistanat, total. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de libéralisme non plus, parce que mettre en cause le libéralisme dans l'histoire, ça n'a pas fondamentalement de sens. Le problème, c'est que l'économie française, et ça explique aussi...
ça explique aussi l'évolution de la pauvreté dans le pays, c'est que quand vous créez des emplois plutôt dans les services, des emplois de livreurs Uber Eats ou bref, ce genre d'emplois-là, ils sont bien moins rémunérés et il y a beaucoup moins de productivité que quand vous créez des emplois dans l'industrie. Le problème, c'est que malgré tous les discours d'Emmanuel Macron sur la réindustrialisation du pays, déjà nous nous sommes étirés, mais là c'est pas une balle dans le pied, c'est un missile dans la chaussure. Énorme missile. Avec la politique sur l'énergie, parce que les coûts de l'énergie en Europe font que nous ne pourrons plus garder d'énergie. Osons regarder la réalité en face. Les coûts de l'énergie en Europe ont explosé par rapport à ce qu'ils sont aux États-Unis. La complexité administrative, les poids. Regardez, même on dit oui, on donne trop d'argent, on veut contrôler les aides données aux entreprises, mais on n'a qu'à supprimer les aides aux entreprises et supprimer tous les impôts qui pèsent sur la production, parce qu'on est dans un délire absolu. Et ça pèse. Je ne sais pas si vous avez écouté les auditions des nouveaux membres de la Commission européenne qui ont eu lieu cette semaine au Parlement, devant le Parlement européen. La quasi-totalité des nouveaux commissaires, des prétendants commissaires, font le constat de l'échec technologique européen, l'échec d'innovation européen, l'échec industriel européen, l'échec économique européen, l'échec énergétique européen. Et il n'y en a pas un qui se dit « Ah ben peut-être, c'est parce qu'on a pris les mauvaises décisions ». Mais tous les pays au monde ne sont pas dans la même situation. Il y a des tas d'autres problèmes aux États-Unis, mais ils n'ont pas de problème énergétique. Ils sont redevenus le premier producteur de pétrole. Mais on ne peut pas tout avoir. À un moment, ça ne sert à rien de se lamenter sur la pauvreté tout en voulant être décroissant. Ça ne sert à rien de se lamenter sur la pauvreté tout en voulant pas construire des usines. Ça ne sert à rien de se lamenter sur la pauvreté tout en disant « Ah ben tiens, on n'a qu'à travailler que 32 heures » quand les Chinois, ils sont maintenant plus diplômés que nous et qui travaillent plus longtemps. Parce que moi, je veux bien qu'on nous explique tout ça et qu'on soit hyper suprémaciste blanc en pensant que peut-être parce qu'on est blanc ou français ou européen, on aura une espèce de droit à la prospérité acquis qui nous tomberait du ciel. Ben non, si on travaille moins que les autres, qu'on travaille moins bien à l'école, qu'on travaille moins dans l'année, qu'on travaille moins tout au long d'une vie, et en plus en étant moins productif parce qu'on est dans des emplois qui sont moins productifs, il n'y a pas de miracle. À l'arrivée, on est plus pauvre. Et on va dans le mur. Nathan Dever et Muriel, très rapidement. Moi, je ne suis pas économiste, j'ai pas les compétences du tout pour dire ce qu'il faudrait faire pour régler ce problème-là. Mais j'aimerais quand même faire une remarque qui concerne la responsabilité qui est la nôtre, à savoir qu'on participe au débat public, le monde médiatique de manière générale. Ce que je remarque, c'est que là aujourd'hui, et d'ailleurs c'est très important que vous mettiez ce sujet en relief, que vous lui donniez de l'importance. On a vu tout à l'heure dans l'heure précédente un reportage sur la précarité en effet qui explose en France, de partout, sur notamment dans les campagnes. Dans les campagnes, vraiment de partout, sur les associations qui doivent soutenir à bout de bras cette réalité. Ce que j'observe, c'est que globalement, ce sujet-là n'est pas un sujet qui a l'importance qu'il devrait avoir dans le débat public. Si on réfléchit sur les dernières années, le grand moment où il y a eu une explosion de réel, et où en effet la classe politique qui est déconnectée, mais ça on lui reproche pas d'être déconnectée, c'est normal, quand vous êtes ministre, que vous avez des chauffeurs, etc., que vous n'êtes pas, si vous voulez, dans la réalité quotidienne des gens qui souffrent. Donc moi je ne fais pas de la démagogie. En revanche, là où il y a un problème, c'est quand elle est déconnectée intellectuellement. Et donc le seul moment où il y a eu une émergence du réel, c'était le moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a attendu qu'il y ait une révolte, un mouvement massif de contestation, avec évidemment les violences, avec la peur que ça engendrait du côté du pouvoir, pour que collectivement, on mette en relief le fait qu'il y avait des gens extrêmement nombreux en France qui vivaient dans une situation absolument vu de Paris, on n'a pas vu cette colère qui montait de la province ou de la région. Exactement. J'aime pas le terme province. D'autant plus qu'elle concerne aussi Paris, qu'elle concerne aussi les métropoles, que la question du logement est devenue impossible, si vous voulez, pour la totalité des Français, pour les Européens, pour les Occidentaux de manière générale. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une responsabilité, mais là on est en train de le faire nous, mais il faudrait le faire de manière plus globale, de mettre en lumière cette souffrance sans attendre qu'elle explose. Véronique, je vais donner la parole à Muriel, parce qu'on ne l'a pas encore entendu, Muriel Wakin Melki. Alors, je ne sais pas, mais on est quand même destinataire de pas mal d'informations. Moi, je ne découvre pas une situation. Je ne sais pas vous, sur ce plateau, si vous la découvrez, mais moi, cette situation, j'en suis informée depuis longtemps. Ce n'est pas parce qu'on vit sur Paris ou en région parisienne qu'on est coupé de la réalité. On a des contacts avec quantité de personnes. Il suffit de s'intéresser, en fait. Il suffit d'écouter, il suffit de regarder, il suffit d'aller chercher l'information là où elle est. L'information remonte, on l'a par plein de canaux. Que ce soit dans nos cabinets d'avocats, les personnes qui nous parlent, que ce soit les personnes qu'on croise au quotidien et qui nous expliquent leurs histoires, on sait qu'il y a une misère qui s'est installée en France. On a l'impression que les politiques sont déconnectés de la réalité parfois. Alors ça, c'est autre chose. Que les politiques soient déconnectés ou qu'ils ne décident pas d'en faire une priorité dans leur programme politique, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Les Français le sont aussi. Je crois qu'il y a quand même bon nombre de Français qui savent
que quantité de citoyens sont dans la difficulté pour manger. Je ne sais pas, vous n'avez jamais entendu parler de ces enfants qui arrivent à l'école et qui n'ont pas de goûter et qui ont un seul repas par jour, c'est quand ils sont à la cantine. Et les instituteurs et les institutrices nous le disent, on a des retours de ça. Donc moi, je n'ai pas le sentiment de découvrir quelque chose. En revanche, quand on voit l'engouement, vous parliez tout à l'heure des Restos du Cœur et du formidable essor qu'ont pris les Restos du Cœur. Moi, je trouve ça formidable. Vous y voyez quelque chose de négatif parce que vous dites que non, parce que ça dure dans le temps. Ça dure dans le temps et ça devrait être assuré par le politique. Voilà. Mais on ne peut pas aujourd'hui ne pas savoir que si les Restos du Cœur ont un tel essor, c'est que forcément derrière, des gens viennent et en profitent. Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais il y avait un problème de représentation de ce sujet. C'est évidemment pas pour dire qu'on a besoin de voir ça à la télévision pour découvrir qu'il y a un problème de précarité ou qu'il y a l'émergence un problème de prise de conscience collective. Dans le débat public. Prenons l'exemple des dernières élections présidentielles. C'est très intéressant ce qui s'est passé. Au sein du débat politique. Les politiques, globalement, au début de la campagne présidentielle de la dernière, ils ont lancé toute la campagne sur la question de l'identité. C'était le grand sujet. Et ils ont découvert, parce que et ça c'est entre guillemets le génie populaire français, que le sujet qui a monté, c'était le sujet du pouvoir d'achat. Mais c'était pas leur instinct, si vous voulez, leur réflexe premier, que de dire il y a un problème massif de pouvoir d'achat en France. Il y a une responsabilité collective Jean-Sébastien Ferjou, rapidement, et ensuite on part au qui n'est pas uniquement celle des politiques. Pardon, mais quand les Français ne veulent pas entendre, moi je veux bien qu'on refasse tous les débats sur les retraites, mais où tout le monde expliquait qu'il y avait... précisément, mais on a un problème de volume de travail dans le pays. On a un problème de volume de travail dans le pays. On pourra le tourner dans tous les sens si on ne travaille pas collectivement autant que les autres pays. Et ça ne veut pas dire à hauteur d'individus, ça veut dire la masse de travail. C'est aussi le taux d'emploi, le nombre de personnes du même âge qui sont effectivement employées dans le pays. Quand on a un problème de logement, parce que les gens préfèrent réélire Madame Hidalgo, qui a aggravé dans des proportions délirantes la situation du logement à Paris, parce que ça a fait s'effondrer l'offre de logement, parce qu'on dit, ah oui, on préfère les politiques de gauche parce qu'il faut protéger les pauvres. Sauf que protéger les pauvres, en s'attaquant aux propriétaires, à l'arrivée, ça aboutit à se retourner contre les pauvres. Et je pourrais vous faire une liste comme ça, longue comme un jour sans pain. Quand on a voulu adopter sous l'influence des écologistes, parce que c'était très bien d'être écologiste, c'était tellement supérieur moralement au fait que de vouloir se salir les mains dans une usine, et qu'on nous a fait adopter le plan Farm to Market, mais vous lisiez Atlantico, on vous l'aurait expliqué, que de toute façon ce plan-là, il allait amener à la crise de l'agriculture à laquelle on allait arriver. Les choix énergétiques qu'on a fait, on l'expliquait, nous on l'avait dit des mois avant, qu'on allait vers une crise des boulangeries, etc. Donc toutes ces questions-là, elles sont sur la table, il n'y a pas que les politiques qui ne les entendent pas. Il y a aussi les Français qui refusent d'entendre dans un certain nombre de cas. Ils veulent pas travailler plus. Ils veulent pas qu'on diminue les aides, justement, de ce maquis des aides françaises qui est complètement absurde, mais qui finit par peser très lourdement sur l'activité économique. Et donc, il n'y a pas d'emploi. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Les amis, pub, on parlera, vous évoquiez l'agriculture, Jean-Sébastien Ferjou, on va parler de nos amis agriculteurs. Qui ont manifesté avant l'heure. Peut-être qu'on y voit un sens avec le déplacement d'Emmanuel Macron en Amérique latine, avec le Mercosur. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans quelques instants, le temps d'une petite respiration.